I'm James Jolly and I'm thrilled to be sitting down and chatting with some of my musical heroes. Welcome to this episode of Music Makers on Medici TV, a series in which we meet some of the most talented musicians on the planet. This episode's guest is a real music maker, as he's one of the most respected and widely performed composers of our day. He's Pascal Dussapin, and his extensive output embraces string quartets, solo pieces, orchestral works, but it's been his contribution to dramatic forms, opera and ballet opera, that has sealed his reputation in recent years. And I'm looking forward to finding out about the man behind the music in this episode. Hello. Welcome. What did you leave behind on your desk this morning? Je viens de finir il y a quelques jours une grande pièce pour l'Orchestre de Paris, pour Klaus Makela, qui va être créée en septembre. Et en fait, je suis assez heureux maintenant parce que j'ai passé plusieurs années à enchaîner de très très gros travaux. J'ai achevé aussi, juste avant cette pièce, un grand opéra qui va être créé bientôt là au Festival d'Aix. Et les délais étant ce qu'ils étaient, enfin alors que moi j'ai toujours l'habitude de finir très en avance, très longtemps avant la date de création. Là j'étais un peu juste, mais je savais ça au moment de la prise de commande. J'ai enchaîné cet opéra et cette pièce d'orchestre. C'est en fait que je suis passé d'une œuvre extrêmement expressive, vocale, ce qui est mon tempérament naturel, si j'ose dire, à une pièce très abstraite, avec un orchestre pur, ce que je n'avais pas fait depuis une dizaine d'années. Et c'était dans ma tête à un moment très particulier, comme s'il me manquait une voix, en fait. Et donc, quand on écrit pour l'orchestre, comme ça, il faut, en tout cas pour ma part, il faut que je retrouve, en quelque sorte, qui relève du lyrique, et j'oserais même dire d'une forme de narration, donc d'une histoire. Là, j'ai fini cette pièce il y a quelques jours, donc je me sens assez bien. Et je fais un peu de musique de chambre, là. J'écris une chose pour le violon solo. Et puis, je suis en attente de partir à Aix dans quelques semaines. Donc, j'ai d'autres travaux très importants après, mais je ne rentre pas maintenant parce que je vais être pris par des répétitions très longues. Et alors, en fait, comme je disais au début, je suis à un moment intéressant parce que j'ai bloqué tous les projets qui venaient. C'est-à-dire j'ai eu le désir de reprendre possession de mon propre emploi du temps pour les années à venir. Et donc, à la faveur aussi du confinement, de cette solitude qu'on a tous vécue, même si moi j'étais extrêmement occupé, j'ai bloqué tous les projets. Vous savez, quand on vous dit en 2025, 26, 27, vous voyez, des choses comme ça. Et maintenant, je suis devant un certain nombre de propositions et je peux choisir exactement celle que je veux et faire ce que Stravinsky conseillait. Il faut toujours se faire commander ce que l'on a envie d'écrire. Donc voilà, donc je contrôle le véhicule en quelque sorte. And do you write directly onto staves? I watched a video of you, and you were writing the music, you were drawing the bar lines very beautifully. I mean, do you do sort of rough stuff, or do you? I mean, are you, for example, do you compose at the piano, say, and then go to the scoring, or do you literally go straight to paper? Non, j'écris vraiment à table. J'aime à dire que je suis un écrivain de musique et un compositeur de table. Alors, j'utilise pas l'ordinateur. Je sais même pas écrire avec un ordinateur. Enfin, je veux dire écrire la musique avec un ordinateur. Et je n'ai pas de piano dans mon atelier. À l'étage en dessous, j'ai un synthétiseur comme ça, assez ancien. De temps en temps, j'aime aller vérifier des accords ou des choses comme ça, mais je le fais pas très souvent parce que ça
ça m'empêche des choses, en fait, dans mon imaginaire. D'abord, je ne suis pas un très bon pianiste et je pratique quasiment jamais. Ma représentation de la musique est vraiment très, très mentale. Disons que c'est sans doute une particularité parce que je le, je le vois quand je suis confronté à des jeunes compositeurs, et ils savent, pour la plupart, ils savent de moins en moins faire ça. Alors, voilà, j'ai pas de point de vue très moral là-dessus. Moi, je sais que j'ai besoin d'être à table, d'avoir une perception. J'entends, je crois, très bien ce que je veux. Enfin, et j'aime cette représentation. Et c'est aussi un paradoxe, presque indéchiffrable pour la plupart des gens, parce que, en fait, écrire de la musique, c'est dessiner. Et la finalité de la musique, c'est juste de l'air qui vibre. Et donc, c'est comme, pour arriver à cette vibration de l'air, on, on passe par la main. Donc, on ne fait pas le travail, on n'a pas un accès directement au résultat. Enfin, c'est une chose presque schizophrénique. En fait, c'est pas comme un peintre qui fait un trait jaune, puis un trait rouge, qui dessine une figure. Ou même un architecte, par exemple. Il a une représentation qu'il peut faire voir s'il dessine un bâtiment. Même comme ça, il peut dire ça va ressembler à ça, et tout le monde comprend. La musique, c'est un peu kabbalistique pour ça, c'est vrai. Et il y a même des musiciens, moi je connais des musiciens qui sont incapables de savoir comment ça va sonner quand ils regardent mes partitions, les miennes ou celles d'un autre, hein, ou d'une autre. Hein. But it must be quite exciting that when you write a piece of music, you know, that's not the end of the journey. In a way, it's sort of the end of part one of the journey, but you hand it on to someone else, and it starts a new life. And it might be very different from how you conceived Pour it. moi, moi je termine jamais. Je commence, j'ai coutume de dire, je ne commence jamais, je ne termine jamais, je continue. Par exemple, là, j'écris une petite pièce de violon solo pour un soliste que j'aime beaucoup. Et j'aime apprendre ce temps-là, un peu juste comme je suis entre deux choses, enfin, en attente de ce voyage au Festival d'Aix. Donc j'ai juste une petite partition avec... Mais en fait, je continue quelque chose qui vient de la pièce d'orchestre précédente, quoi. Et peut-être même de l'opéra d'avant. Il y a un motif harmonique, il y a des choses rythmiques. Donc, c'est comme si le fleuve était tout d'un coup rétréci et passé au milieu d'herbes comme ça dans un champ, vous voyez, mais il va s'ouvrir un jour et puis... Mais c'est le même flux. Et donc, c'est pour ça que j'aime à dire que je continue. Voilà. Je n'ai pas l'impression d'arrêter quelque chose. Mais d'abord parce que arrêter, enfin pour moi, c'est une peine. Enfin, j'ai lu hier, par exemple, dans le très beau livre de Charles Rosen sur Mozart. Et j'ai lu, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, et puis j'avais souligné ça en rouge, que on sait que Mozart, à la fin de sa vie, alors, évidemment, je ne suis pas Mozart, hein, mais j'ai aimé lire ça. Mozart, cela lui était plus difficile d'arrêter de composer que de composer. Et je comprends tellement ça. Je sais que quand je ne travaille pas, je me déstructure totalement, mais physiquement, quoi. Enfin, d'abord, je deviens stupide, je ne deviens pas gentil avec les gens que j'aime le plus, c'est-à-dire ma femme, mais mon enfant. Tout d'un coup, je me mets à vraiment me déstructurer. C'est pour ça que j'enchaîne tout de suite, quoi. Par exemple, l'opéra, qui est sur Dante, je le termine le 18 octobre. Je commence la pièce d'orchestre le 20.
M'arrêter, c'est vraiment... j'aimerais savoir le faire. Je connais des amis compositeurs qui s'étonnent de ça ou qui me disent, moi j'ai fait une pièce, j'ai besoin de m'arrêter 3 mois, 6 mois, de me ressourcer, tout ça. C'est beau ça, de savoir faire ça. Moi j'y arrive pas bien. J'y arrive pas du tout, en fait. I mean, people still have this sort of slightly romantic 19th century idea of a composer sort of walking around, and then all of a sudden, an idea strikes them, a motif, a phrase, or whatever, and they race back to their atelier and get their piece of paper and they write it down. But actually, it's a much more, it's a job. I mean, you have to sort of be much more disciplined, I would assume. Il faut une discipline de militaire pour écrire de la musique. Il faut une organisation drastique, extrême, quoi. Pour ma part, je suis extrêmement discipliné. Je travaille énormément, beaucoup la nuit. Enfin, je peux faire des journées de 15 heures de travail, 16 heures. Je peux me coucher à 6 heures du matin. Et c'est aussi mon plaisir. Je ne me plains pas, hein. J'ai beaucoup de chance, c'est un grand privilège, hein. Mais il faut vraiment une discipline. Et puis après, ce qui relève du romantisme dont vous parlez, oui, moi je crois à ça. Je pense que les choses n'ont pas tellement changé. Enfin, et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier à toutes les époques, même ce qu'on appelle, nous, avec notre recul, l'époque classique ou même l'époque baroque. Enfin, peu importe qu'on appelle ça romantisme ou affectif, qu'on l'associe à des affections. Enfin, mais il est sûr que le mouvement de la création, c'est un mouvement de passion. C'est un mouvement amoureux, c'est comme aimer, c'est donc irraisonné, pas raisonnable, et on ne peut pas tempérer cette chose-là, on est obligé de le faire. Et quelquefois, il y a même, surtout dans la période où nous vivons, je pense à la guerre en Ukraine, toutes ces horreurs, quelquefois on a un sentiment d'inutilité totale, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là, à me plaindre de ce que je fais, c'est difficile, ouais, c'est difficile, mais c'est rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors évidemment, là, il y a la guerre, mais... Et puis en fait, je me dis, oui, mais peut-être je peux donner cette chose-là à une personne que je ne connais pas, et que cette personne-là, je vais peut-être l'aider à changer quelque chose de sa propre vie pour aller plus loin, en tout cas en dignité, en conscience, en vigilance d'elle-même, ou tout simplement vos enfants qui vous voient travailler et que tout d'un coup ça édifie, ça leur donne... Voilà, alors je me dis, alors ça vaut la peine. Et là, je ne pense pas au public, je ne pense pas à la question de la musique moderne aujourd'hui, enfin, je ne pense pas voyez, aux questions politiques, la culture dans la société. Non, non, je pense juste que je pouvais donner à quelqu'un quelque chose, et puis cette chose va grandir. Et c'est des choses comme ça qui me donnent la joie profonde de continuer ce métier. I mean, one could take, for example, the themes of a couple of your operas, more recent operas, Penthesilea, Penthesilea, and Macbeth Underworld. I mean, the strange thing is that, when one studies those or looks at those works now, that certain elements, or a lot of elements in them, prefigure what is happening, exactly as you were saying, in Ukraine. I mean, some of the themes in Penthesilea of, sort of stepping outside law and taking the most horrifying decisions. Yes. It's almost like you were there slightly before reality. Oui, vous me faites plaisir à repérer ça, puisque, comme vous le savez, ma grande question, c'est l'opéra, puisque j'en ai fait maintenant 9. Hein. J'en prépare même un autre. Mais j'ai toujours veillé à ce que les thèmes de la plupart de mes opéras, en tout cas, soient ralliés et alliés à une expression du monde et à une inquiétude du monde. Et Penthesilea, que vous venez de citer, par exemple, c'est un texte que j'ai découvert quand j'avais 24 ans. Et j'ai attendu plus de 30 ans avant de me décider à aborder cette œuvre qui est par essence quasi immontable, tellement le texte
et quasi orgiaque, enfin. Mais quand je le fais, je sais pourquoi je le fais. Je sais ce que je raconte de ma relation. Alors évidemment, ça peut sembler très prétentieux comme ça, de dire ça comme ça, mais ma relation avec le monde, ma conscience du monde. On est en pleine guerre de Syrie, c'est la Libye, c'est l'Irak, et je me dis, mais Penthesili, c'est ça. C'est exactement cette histoire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'elle est éternelle, parce que c'est aussi l'Ukraine. Et quand je fais Médée en 1990, donc je suis beaucoup plus jeune, d'après Heiner Müller. Alors ça, c'est intéressant pour moi parce que Médée, c'est l'histoire que vous connaissez de cette femme, voilà, trahie par Jason, qui assassine ses enfants pour des questions de gestion de territoire politique. Et je me souviens, quand on a créé cet opéra à la Monnaie, qui est un opéra avec lequel j'ai beaucoup collaboré depuis, on était en pleine guerre de Sarajevo, quoi, enfin, de Bosnie, Croatie. Et dans les conférences de presse, moi je disais, mais regardez ce qui se passe à 1h30 d'avion de chez nous. Enfin, c'est ça. C'est Médée. On assassine les enfants. Enfin, c'est des questions. Donc c'est quelque chose, si mes opéras sont allés vers une dimension de plus en plus métaphorique comme ça, allant chercher dans l'Antiquité, c'est vrai, certains mythes, ou dans la mythologie dite occidentale, comme Faust, par exemple, parce que j'ai fait un Faust pour le Staatsoper de Berlin. Je ne cherche pas à raconter une histoire, je pense que le cinéma fait ça beaucoup mieux que nous. Mais raconter une histoire de quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un d'autre, enfin, et puis mettre ça dans le réel aujourd'hui, j'admire, c'est les compositeurs qui savent faire ça, et des gens comme John Adams ou Kaya Sarayo ont fait ça très très bien, dans une certaine mesure, George Benjamin aussi. Mais moi, j'ai besoin de métaphoriser par une permanence et symbolique et littéraire, au fond, mon inquiétude du monde contemporain. Ce qui est là, dans quelques jours, on monte mon opéra Perella, Uomo di Fumo, que j'ai fait pour l'Opéra Bastille il y a maintenant 20 ans. On le monte à Lucerne, et j'ai donné quelques interviews. Et l'histoire de Perella, c'est un homme qui a 33 ans, qui arrive, qui est un homme de fumée, son corps est en fumée, et il est adoré tout à coup par le peuple, qui lui demande en quelque sorte de devenir son dieu. Et lui, il refuse. Mais n'est-ce pas l'homme dont on a besoin aujourd'hui? Enfin, en tout cas, la figure déique dont on a besoin aujourd'hui. Cet homme refuse, et il sera puni par le peuple, puisqu'il refuse de rédiger les codes de la cité, donc de rédiger les lois, donc de devenir le représentant exclusif de ce peuple. Et cette fable qui est de Palazzeschi, qui est un auteur du début XXe siècle, m'a semblé d'une modernité et d'une permanence essentielle, et ça m'a guidé pour faire cet opéra, et je vois le thème continuer à vivre comme ça. Ce que je n'aurais pas avec une histoire particulière, enfin, ce que je ne saurais pas faire avec une histoire particulière. Is that why you're drawn to mythology and myth? Because it's almost archetypes in myth that are malleable to an extent and in many respects quite timeless. Oui, parce que les mythes nous permettent de relever et de révéler la psyché humaine en un seul instant. Si je peux me permettre d'évoquer Macbeth, par exemple, que j'ai sous-titré Macbeth Underworld, Macbeth Outre-monde, enfin... Je prends par exemple... alors, ce n'est pas un mythe à proprement parler, Macbeth, mais au fond, l'histoire elle-même devient un mythe contemporain, un mythe occidental, mais tout le monde sait de quoi il s'agit avec Macbeth, quoi. C'est même pas la peine de raconter l'histoire.
dès que vous évoquez la figure, vous savez que vous évoquez le pouvoir fou. Donc meurtrier, et Shakespeare a su, sur la base du reste d'événements contemporains à lui-même ou un peu antérieurs, créer une histoire suffisamment dégagée de son propre contexte historicisant pour nous la léguer comme une figure mythologique. Donc moi j'aime apprendre, quand j'ai l'idée de Macbeth, c'est parce que je réfléchis. D'abord, je suis en train de faire Penthesilée. Depuis longtemps, je voulais aborder Shakespeare. Et Penthesilée, c'est l'histoire d'une femme, reine d'un peuple de femmes, qui refuse le contact avec les hommes parce qu'une prêtresse dans le temps passé a été violée et qu'elles ont décidé de vivre entre elles. Pour se régénérer en tant que peuple, elles ont besoin d'hommes. Donc elles attaquent les hommes qui sont en train de se battre. C'est la guerre de Troie, alors ils se foutent sur la tête là. Et les femmes déboulent littéralement dans la guerre des hommes et volent des hommes pour se régénérer, comme elles disent. Excepté que ce jour-là, Penthesilée, qui est très belle, tombe amoureuse du bel Achille. Et la loi des femmes lui interdit d'aimer si elle n'a pas vaincu. Donc Achille la trompe, lui laisse croire qu'elle a gagné pour pouvoir l'aimer, pour arriver à ses fins. Quand elle réalise qu'elle a été trompée, elle ne peut plus vivre parce qu'elle a parjuré la loi des femmes. Donc elle tue Achille, elle le mange avec ses dents, quoi, littéralement, elle l'attaque à la gorge avec ses dents comme un chien, comme un tigre, et elle se tue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour que le pouvoir politique, symboliquement, qu'est-ce qui se passe? Que le pouvoir politique puisse se régénérer lui-même, il faut qu'il y ait une totale observance des lois. Et c'est à ce moment-là que, comme j'avais fait avec Perella, qui était un homme qui avait tout, mais qui ne demande rien, je fais après un Faust, d'après Philippe Marlowe. Et Faust, qui est Faust, c'est un homme qui n'a rien, mais qui veut tout. Voilà. Donc je fais comme un diptyque. Et Penthesilée et Macbeth, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a stricte observance des lois. Macbeth, il y a non-observance totale des lois. C'est-à-dire que, et pour y arriver, avoir le pouvoir, il détruit tout ce qu'il a autour de lui. Donc c'est comme un avers et un endroit. Mais cet avers et cet endroit est l'expression du monde tel que nous le vivons. Il suffit d'ouvrir un moindre journal dans n'importe quel pays du monde. Et puis c'est l'époque où on est, il y a Trump qui vient d'arriver, il y a, entre autres, les potentats qu'on connaît sur la planète. Et moi je regarde ça et je me dis, mais c'est tous des petits Macbeth, quoi. Donc plutôt que de faire une histoire, par exemple, avec Donald Trump, je fais un Macbeth. Ce qui pourrait laisser la place un peu stupide, à mon avis, de faire une interprétation en mettant un Trump à la place de Macbeth, ce qui serait ridicule. C'est pas nécessaire. Mais à ce moment-là, pour répondre directement à votre question, je ne vais pas chercher le mythe, mais le mythe se crée lui-même. Enfin, vous voyez, il suffit de le prendre, le regarder, le cadrer, en disant, ben voilà, c'est là. Voilà, ceci est un mythe, c'est un mythe contemporain. Quand je parle de la mythologie, moi, je reste pas en Grèce toujours. Évidemment, j'aime y aller, comme tous ceux qui aiment ça, mais je le vois partout. Because it's interesting that for Penthesilea, you chose the Heinrich von Kleist version of the story, which is actually the sort of, in a way, elements of it are the exact opposite of the Homer Iliad version. I mean, I mean, the version you chose is the darkest, most horrifying, you know,
version of this particular story. I mean, are you drawn to kind of dark subjects at the moment because the world we're living in is a particularly dark place at the moment? Oui, alors évidemment, Kleist ne respecte pas l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée, absolument pas. Il réinvente totalement l'histoire. Il la manipule jusqu'à en faire une version poétique complètement folle. Alors, votre question, c'est pourquoi je suis attiré par des choses comme ça? C'est parce que je pense qu'il y a, à ce niveau-là de noirceur, il y a une vérité. Et une vérité crue et une vérité indélébile, quoi, devant laquelle on ne peut absolument pas transiger avec soi-même. Et alors après, mon tempérament me porte vers des choses comme ça, et c'est vrai que on l'a quelquefois relevé en me plaignant presque, parce que je passe quand même de Penthesilée à Macbeth, voilà. Mais j'ai l'expérience d'après, qu'on ne connaît pas, on ne l'a pas entendu encore, puisqu'on va l'entendre là bientôt au Festival d'Aix, mais je m'intéresse à la Divine Comédie. Et, alors la Divine Comédie, c'est une très vieille histoire aussi chez moi, parce que j'ai fait des pièces déjà avec ces textes, je m'en suis servi même dans Faustus, dans Passion, enfin, j'ai mis des vers entiers de Dante déjà. Je lis ça depuis très longtemps. Et puis un jour, je décide, il faut que je fasse un opéra. Mais quand je fais un opéra avec ça, je décide de faire un opéra, c'est qu'en fait, je suis épuisé par la noirceur que j'ai abordée les années précédentes. Et je vais faire... Alors, je ne fais pas l'erreur de dire il n'y a que l'enfer qui m'intéresse, parce qu'en général, on s'intéresse à l'enfer seulement. Moi, je m'intéresse aux 3 livres. Pourquoi ? Parce que l'histoire finit bien. C'est une histoire qui finit bien. Mais quand je fais ça, donc c'est des années de travail, hein, c'est comme si à la fin, il me manquait quelque chose. Parce que la Divine Comédie, c'est pas Penthesilée, quoi. C'est pas Macbeth, c'est pas Faustus, c'est pas les gens se déchirent pas comme ça à la fin. Au contraire, tout devient comme une messe. Enfin, c'est presque un oratorio. Enfin, et il y a une grande douceur dans la. Et pour activer ça de façon lyrique, j'avais pas les passions noires et ténébreuses de mes précédents opéras. Et je pense que la discrepance entre Macbeth et Il Viaggio Dante va être absolument énorme, quoi. Mais maintenant, j'ai envie de revenir à cette essentialité que produit la noirceur, au fond, dont vous parlez, quoi. What language is the new opera? En italien, bien sûr, en toscan, oui, bien sûr. And does the choice of language color your approach? Because you've written in, German, French, Italian, English. I mean, American, américain avec Gertrude Stein, c'est vraiment de l'américain. Alors, d'abord, il se trouve que tous les textes qui m'intéressent ne sont pas français. Excepté mon premier opéra que j'ai fait avec un écrivain français, Olivier Cadiot, on était très jeunes. Et encore, c'est un opéra bilingue, il est en anglais et en français. Et avec même quelques autres langues dedans. Mais depuis ce premier opéra, tous les textes qui m'ont intéressé étaient soit en allemand, soit en italien, soit en anglais. Donc moi, je traite dans la langue où ils sont conçus. Alors, ça, c'est par respect pour l'écrivain, déjà. Mais à vrai dire, ça m'arrange aussi. J'aime beaucoup ma langue, mais je ne lui prête pas de spécificité si musicale que cela. Et j'aime beaucoup travailler, en tout cas, c'est les 3 langues que je viens de citer, me semblent beaucoup plus intéressantes pour moi rythmiquement au niveau de l'accroche. Par exemple, l'allemand est une langue
extraordinaire pour moi parce que elle peut être. On caricature souvent l'allemand, on croit que c'est un peu dur comme ça. En fait, ça peut être incroyablement doux, l'allemand. Ça peut être très, très doux, extraordinairement musical. Mais il y a un ambitus énorme entre l'extrême dureté de certains mots et puis le côté très, très soft, très doux comme ça de certains autres. Et donc, ça vous offre une palette expressive extraordinaire. L'anglais, c'est la même chose, avec des caractéristiques très différentes. Et à la fin, la langue suprême, en quelque sorte, c'est l'italien. Alors l'italien, je l'ai utilisé 3 fois maintenant, dans Perella, qui est une langue aussi assez verte comme ça, qui est un italien presque argotique quelquefois. Je l'ai utilisé dans Passion. Alors là, c'est un italien plutôt baroque. Enfin, c'est un montage de textes que j'ai fait de différentes époques, mais je l'ai fait lisser par une collaboratrice, Rita De Letteris, qui m'a aidé à lisser vraiment le style italien, mais c'est un italien qui est en quelque sorte assez moderne. Quand j'aborde la Divine Comédie, alors là, ça rigole plus, parce qu'on est devant le monument essentiel, non seulement de la littérature italienne, mais celle qui fonde toute la littérature occidentale, et qui est un des grands textes de l'humanité. Il y a d'autres grands textes, comme ça, je pense à des textes hindous, des textes russes, enfin, mais je veux dire, la Divine Comédie, c'est un monument insensé. Donc, il fallait entrer dans un respect de la langue. Et donc, pour y arriver, je me suis entouré de collaborateurs, enfin, en tout cas, d'une collaboratrice qui m'a aidé à articuler tous les accents toniques, enfin, savoir comment on pouvait couper tel vers, revenir à tel autre, et qui est une des chanteuses d'ailleurs qui va chanter, Christelle Leutsch, qui a un doctorat d'italien et qui s'est trouvée une collaboratrice idéale parce que elle connaissait très bien ma musique, elle a chanté Penthesilée, elle a chanté Macbeth. Et là, je lui ai écrit un rôle dans cet opéra et elle m'a aidé à vraiment avoir un rapport très, très respectueux de la langue. Mais c'est surtout, ça me crée une distance et ça devient instrumental. Par exemple, dans Passion, qui est italien, le texte est comme une instrumentation. Il est comme s'il était un instrument de plus. Il est vraiment conçu de façon très organique pour être associé, orchestré timbriquement avec les instruments. Because Passion is an interesting one because I first saw it in English and then got to know it in Italian. And actually, when you hear it in Italian, it sets off many more sort of resonances, that take you right back to sort of Monteverdi and the sort of the Orphic myths which one associates with Italian. And in English, it was incredibly powerful, but perhaps it lacked that sort of strange vibration that sort of it sends out into the world when it's done in that sort of basic language that you associate with. Alors, Passion, c'est vraiment un hommage à Monteverdi, en fait, crypté non seulement à cette musique, mais aussi à ses affects. Enfin, encore que Monteverdi, ça va toujours avec les affects, quoi. Mais j'ai étudié très, très précisément la vocalité chez Monteverdi depuis très longtemps, jusqu'à récupérer certains éléments de style et à le noter comme le chant soufflé, le chant expiré, la mezza voce à mi-voix. J'ai essayé de formaliser tout ça pour en faire des éléments de mon langage, récupérant même le souffle pour l'intégrer comme un paramètre vocal. Alors évidemment, la langue est absolument essentielle. Quand mes amis anglais ont voulu faire une production de Passion et qu'ils m'ont dit on va le traduire en anglais, je suis tombé par terre, hein, je peux vous assurer, je ne l'ai même pas cru. Je me suis dit mais c'est un non-sens total.
C'est comme si vous, dans un concerto de piano de Mozart, vous disiez encore que c'est possible, on va mettre un accordéon. Enfin, vous voyez, encore que ça marcherait avec Mozart. Mais... Et puis j'ai laissé faire, parce qu'il y avait, déjà une empathie pour le projet. J'ai trouvé que les gens autour étaient intelligents, ils avaient des arguments. C'est vrai aussi que j'ai pensé, je me suis dit, tiens, mais si les Français faisaient ça, si les Français traduisaient, je sais pas, prenaient un opéra de George Benjamin et disaient, on va le faire en français, ça marcherait pas du tout, je crois. Ça passerait pas du tout en France, quoi. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être une tradition anglaise. Et puis, j'ai trouvé intéressant le débat avec la personne qui était en charge de la traduction. Ça posait des tas de petits problèmes musicaux très particuliers. Puis, à vrai dire, j'étais curieux de savoir comment ça sonnerait, quoi. Et puis, ça sonnait très bien, quoi. And but it also changes the dynamic in the theatre, because if you've got an audience who understands every single word that the singers are singing, it does change the relationship Oui, alors within the je creation. pense qu'il y avait ça. Il y avait le désir de faire entendre le texte, parce qu'il est très très compréhensible. C'est un couple qui se parle, c'est Orphée et Eurydice. Enfin, Orphée essaye d'aller récupérer son Eurydice, mais elle se méfie, elle le laisse pas venir. Elle sait qu'il est tellement narcissique qu'en fait, elle a peur qu'il la tue en se retournant, vous voyez. Parce que c'est ma théorie, moi, je pense qu'Orphée, il fait exprès de se retourner parce qu'il a besoin de douleur pour continuer à chanter. Ce qui est un peu mon problème aussi. Hein. Et encore que ma théorie mes propos qui consistent à dire que c'est un mythe qui n'est pas favorable aux femmes, c'est aussi un point de vue d'homme. Donc, en fait, j'étais dans cette ambivalence et j'ai aimé composer ce texte uniquement avec quasiment des choses qui venaient d'opéra de Monteverdi ou même d'autres écrivains. Il y a un nombre c'est un cut-up, il y a un nombre, il y a du Fellini, du Pasolini, il y a un nombre de choses assez importants. Comme auteur, enfin, il y a moi, j'ai tout refait, enfin, les sources sont entièrement cachées, enfin, vous pouvez quasiment, il y a du Dante dedans, mais c'est lissé par un seul mouvement continu. C'est pour ça que je dis que Passion, c'est un transport, quoi. C'est un transport, c'est un grand mouvement comme ça. Voilà, mais pour revenir à votre réflexion sur le texte, il est sûr que je voulais que ce soit compréhensible immédiatement. C'est pour ça qu'il n'était même pas sous-titré. Même en italien, on ne le sous-titrait pas. Même en France, avec le texte italien, on ne le sous-titrait pas. Les gens, ils comprenaient très bien ce qui se passait. Ce n'était pas nécessaire d'avoir les subtitles comme ça. Parce que l'expression, on voit bien que c'est un homme, une femme qui font comme ça. Enfin, c'est ce qu'on sait tous faire, quoi. Enfin, on a tous fait. Enfin, peu importe que ce soit une femme, un homme, ça peut être deux hommes, deux femmes. Enfin, vous voyez, c'est la question de l'amour, quoi. Voilà. Enfin. So basically, the question I asked, I sort of said is that Orpheus is a kind of the character that every opera composer, in theory, should write about, because every composer is Orpheus. Dans le cas de Orphée, vous voulez dire, bien sûr. Alors, Orphée, oui, c'est le supposé dieu de la musique. Ce qui m'avait beaucoup intéressé dans le mythe d'Orphée, c'est qu'on connaît toujours l'histoire qui le mène vers Eurydice, au fond des enfers. Il brave avec sa lyre les monstres, etc. Mais on connaît moins la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que, comme il est plein de douleur, enfin, hein, il chante. Donc, il séduit les femmes, les hommes, ce qui fait dire à certains qu'il est l'inventeur de l'homosexualité, enfin par certains. Enfin bon. Et au bout d'un moment, il commence à casser les pieds de tout le monde avec son chant, et il se fait déchirer par les femmes, hein, qui le coupent en morceaux.
et qui balance tout dans le Styx, et sa tête continue à chanter, même découpée, elle continue à le chanter, à chanter, à chanter. Elle descend dans un pays très lointain, et là, quelqu'un recueille cette tête qui chante, il la pose tel un pot de fleurs, enfin, je m'amuse un peu, mais enfin, il devient une sorte de statue chantante, et il continue à chanter, chanter, puis au bout d'un moment, il casse les oreilles à tout le monde, et quelqu'un vient et lui tape dessus, et c'est fini, quoi. Donc, je caricature un peu l'histoire, qu'on me pardonne, mais je veux dire, le topic, c'est ça quand même, hein. Et c'est intéressant parce que est signifié l'exaspération que crée la musique. Puisqu'elle va jusqu'au meurtre, et pas n'importe lequel, c'est quand même un meurtre, il est quand même découpé, hein, il est démembré. Et en même temps, je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à cet aspect, au fond, assez peu platonicien, je dirais, de l'effet musical, de l'affect musical, puisqu'il produit, à ce moment-là, on peut considérer, même si dans la mythologie, les femmes l'accusent de détourner les hommes, en fait. Enfin, bon, on peut avoir multiples interprétations. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ça, c'est que la musique peut rendre très, très méchant. I mean, you're now one of the most performed opera composers, living opera composers at the moment. I mean, your operas are done, many, many times. I mean, you now sort of, if one looks through your career, there are certain sort of emphases on certain forms. For example, there was a period where you wrote quite a lot of string quartets. Then there was your whole sequence of doing the small orchestral works that then actually came together to form a kind of larger work. But now it seems that opera is sort of there as a regular part of your life. With things, did you miss sort of the opportunity to, or do you still be able to tuck stuff in between the operas? J'écris toujours des pièces, en fait, hein. Par exemple, après Penthesilea, j'ai écrit une pièce qui a été pour moi une grande réconciliation, qui était Disputatio, que j'ai fait d'après un théologien anglais du 8e siècle, qui s'appelle Alcuin, qui a écrit un texte extraordinairement beau sur les cieux. C'est encore un de ces textes que j'ai gardé très très longtemps par devers moi, jusqu'à l'utiliser, en me disant un jour je vais faire quelque chose avec ça. Et ça m'a réconcilié après les terreurs de Penthesilea. C'est un texte en latin, c'est une grande pièce que j'avais fait pour le Rias Kammerchor à Berlin avec l'orchestre de Munich. Et après, j'ai replongé dans un autre opéra, bien sûr. J'ai fait ce double concerto aussi pour Vika Mulova et Matthew Barley, At Swim to Birds. Enfin, tout converge vers l'opéra. Comme je disais tout à l'heure, je n'arrête pas, je ne recommence pas, je continue, mais en fait, je continue toujours à revenir vers l'opéra parce que l'opéra me permet, ce dont je parlais tout à l'heure, cette relation avec le monde. Ça me rend citoyen, l'opéra. Ça peut paraître un paradoxe, mais parce que l'opéra est aussi, c'est vrai, un art élitaire, même si les opéras font beaucoup d'efforts pour que les jeunes viennent, etc. Et qu'au fond, on peut aller à l'opéra pour assez peu d'argent, si on veut. Enfin, ça coûte le prix de 2 bières au bar, quoi. Enfin, on peut aller à l'opéra pour très peu d'argent, quoi. Mais l'opéra me permet aussi de me défier de la musique. C'est-à-dire, la musique, c'est un art, enfin, c'est ce que je préfère, hein. Mais c'est un art aussi qui peut vous rendre très autiste, quoi. Ça vous rend autosuffisant, ça vous fait vivre dans une évanescence totale et dans un monde de représentation idéale qui peut vous faire perdre la relation avec le réel, hein. Et on connaît tous des musiciens qui vivent suspendus dans l'espace jusqu'à négliger leur apparence physique. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Où il n'y a même plus d'esthétisme, mais il y a cette représentation sublimée comme ça de la musique. Et ça, j'ai tendance à me méfier, évidemment. Donc l'opéra, par la littérature, il vous réinjecte dans le réel, il vous réinjecte dans la boue du monde, d'une certaine manière. Et j'aime y revenir parce qu'il
il me rend ça me rend vivant. Par exemple, le thème que je veux aborder, je n'en parlerai pas parce que c'est trop tôt, mais le thème que je veux aborder maintenant, c'est un thème qui me rend vraiment vivant parce que ça parle d'aujourd'hui, enfin, mais vraiment, quoi. Enfin, ça parle de la question du radicalisme, disons. Voilà. C'est un personnage extraordinairement radical que je veux traiter, mais le radicalisme est bien le problème de la réalité que nous avons. Et en même temps, il permet de réfléchir aussi à la question de la musique, parce que la musique, c'est un art très radical aussi. On ne plaisante pas avec la musique. Enfin, comme on la pratique, des gens comme moi, c'est un art incroyablement exigeant, d'une précision totale, qui ne supporte aucun dilettantisme. Quand vous êtes devant un orchestre symphonique de 100 musiciens, vous ne faites pas le guignol, hein. Dire, vous avez tous devant des super virtuoses. Il ne faut pas confondre un do dièse et un mi bécard. Vous voyez, c'est une double croche, c'est pas une triple. Enfin, il faut être dans un niveau d'exigence. Vous ne pouvez absolument pas être dans le dilettantisme, quoi. Donc c'est un art très exigeant qui crée des radicalismes très, très particuliers, très exclusifs, très excluants aussi, hein, et qui a une histoire aussi idéologique très très puissante. On le sait, en particulier au XXe siècle. Donc c'est des questions qui me passionnent de toujours réfléchir pour donner un sens disons, à mes désirs. Voilà. But I mean, opera is a collaborative art form. I mean, that must be quite nourishing in many ways. You know, it's not just you writing a concerto. Well, a concerto is a collaborative form. Not you writing, say, an orchestral work. I mean, you've got your librettist. There's you. You've got the designer, the lighting person, the director, the actors. I mean, you're part of a kind of bigger form. I mean, do you find that sort of spiritually sustaining? I mean, is it enriching? Alors ça, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'opéra aussi pour ça. Moi, je dis souvent, pour plaisanter, bien sûr, encore que, on me dit, mais pourquoi vous faites de l'opéra? Je dis, moi, j'aime faire de l'opéra. Alors évidemment, c'est un jeu de mots, mais parce que j'aime bien aller à l'entracte avec les techniciens à la machine à café. J'aime ces moments-là. Mais je pense que c'est un jeu de mots, mais c'est pas une plaisanterie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir et vivre ce qu'est la symbiose nécessaire pour arriver à construire un opéra. Parce que c'est une société extrêmement équilibrée, hiérarchisée, certes, mais dont tous les rouages fonctionnent de façon extrêmement rapide et très douce, comme ça. Et où il faut toujours dans le respect des gens qui travaillent pour vous. C'est un endroit où vous pouvez absolument jamais avoir, surtout aujourd'hui, le moindre comportement déviant et le moindre bénéfice social, le moindre metteur en scène ou compositeur qui ferait valoir ce droit, mais il est éjecté en quelques instants. Et j'aime cette concorde, en fait. Alors, ce n'est pas toujours le cas, naturellement. Il y a souvent des problèmes, il y a souvent des tensions. Mais j'aime bien comment, en général, j'ai eu quand même un certain nombre de productions dans ma vie. Je suis extrêmement heureux quand je suis sur un opéra, même si j'ai vécu des expériences traumatisantes, des mises en scène où j'étais malheureux comme une pierre ou des choses comme ça, mais sans parler de cet ego-là. J'aime beaucoup ce métier pour ça. Et il me fait vivre parce que c'est assez rare quand même. C'est-à-dire, faire un opéra, moi, ça me met 2-3 ans d'écriture, hein. Donc, je ne fais pas je suis pas tous les 15 jours dans une nouvelle maison d'opéra. Même si j'ai des productions qui fait que, là, j'étais en Allemagne, j'avais une production, là, je vais en Suisse, là, la semaine prochaine. Bon, mais puis après, j'irai à Aix. Mais les moments de création, quand la chose monte, quand on voit tous ces efforts, tous ces gens travailler, les chanteurs, ça, c'est très très beau et ça me console de
de la solitude du compositeur, que j'adore par ailleurs, hein, je ne me plains pas du tout. Moi, je préfère être seul la plupart du temps. Mais, enfin, vous voyez, c'est un paradoxe. Mais, et puis après, j'aime le contact avec le public, qui est un public très différent du symphonique, hein, enfin du philharmonique, et qui en même temps qui va chercher aussi des choses qui sont quelquefois plus larges, plus extérieures à la musique elle-même, quoi, hein. Donc la question de plastique, la question du théâtre pur, la question de la littérature, évidemment la question du chant, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un art total, je ne pense pas du tout que l'opéra est un art total, mais j'aime bien ce brassage comme ça d'expression. Et le travail de l'orchestre, pour moi, au bout d'un moment, il est, comme je le disais tout à l'heure, je me force à, quand j'écris, il y a comme un programme lyrique crypté toujours. Par exemple, la pièce d'orchestre que je viens de finir, elle s'appelle Alinéa, qui veut dire en latin « aller à la ligne ». Et en fait, c'est comme une histoire. Voilà, l'orchestre, il essaie de faire une ligne. Donc, il fait une ligne de musique, une mélodie. Il essaie toujours d'être tous ensemble sur la même ligne. Mais ce n'est pas possible. Alors, il y a des conflits qui émergent, il y a des luttes entre les voix. Donc, il y a une histoire de famille au bout d'un moment. Et puis, tout d'un coup, ça devient une sorte de dispute comme ça. Évidemment, c'est totalement une métaphore. Mais moi, à un moment, je raconte une histoire. C'est-à-dire que cette ligne, ben, c'est lui, celle-là, c'est elle, cette ligne-là, c'est cette autre-là, lui, c'est encore une autre, lui, c'est encore un autre. Puis tout d'un coup, ils se mettent à parler comme ça. Et puis, ils se catapultent l'un sur l'autre, ils se battent, ils ne sont pas d'accord. Puis tout d'un coup, ils sont d'accord. Et ça me fait mon petit opéra secret. C'est pour ça que j'adore dire que la musique... moi, j'adore dire ça. Je l'ai dit souvent, mais je vais le redire. Heureusement que je ne suis pas écrivain. Mais vraiment. Si j'avais été un écrivain, parce que je suis un fou de littérature, je lis plus que j'écoute de musique, moi. Mais si j'avais été un écrivain, j'aurais parlé de moi tout le temps, quoi. Mes femmes, mon nombril, mon sexe, mes histoires d'amour, je sais pas, quand j'étais petit, quand j'étais pas grand, enfin, des choses comme ça, très ennuyeuses, comme fait beaucoup la littérature française, quoi. Mais la musique me permet de faire la même chose, mais personne ne le sait. Do you listen to a lot of music? Are you a great music consumer? Euh, je suis un bon mélomane. J'écoute la musique avec beaucoup de parcimonie et je dirais sur un mode assez précieux. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, j'aime pas écouter la musique comme ça. Encore que dans mon appartement, ma femme, elle est très mélomane, elle met toujours de la musique. Mais dans mon atelier qui est séparé, qui est un autre endroit, j'ai un très très beau système de son comme ça, enfin très audiophile. Et il y a un fauteuil entre les deux haut-parleurs qui font 2 mètres de haut, et c'est pour moi tout seul, et c'est pour personne d'autre. Et quand j'écoute de la musique, c'est presque une cérémonie. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je vais écouter la 4e de Mahler, là. J'ai besoin de ça. Ça peut m'arriver, ou je sais pas. Et alors là, j'écoute. Souvent, je prends la partition et je consacre 1 heure à écouter de la musique. Je ferme tous les téléphones. Personne ne peut rentrer dans ce dispositif, quoi. Mais il peut se passer des semaines avant que je recommence une expérience comme ça. Après, j'écoute beaucoup de musique extrêmement différente. Alors, comme tout le monde, je vais sur YouTube, je découvre des choses. Ça peut être d'ailleurs des choses qui n'ont rien à voir avec la musique symphonique, quoi. Par exemple, je m'intéresse pas mal au mouvement électro, des choses comme ça.
J'écoute la musique de mes amis compositeurs. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, celui-là? Puis je sais pas, où on m'envoie des choses, je fais attention. Alors maintenant, il y a pas mal de jeunes compositeurs qui m'envoient des trucs, alors que je suis obligé de... Quelquefois j'écoute, quelquefois c'est fastidieux, mais je le fais toujours. J'essaie de sentir le monde comme ça, autour de moi. Je suis pas du tout isolé. Il y a des compositeurs que je connais, ils peuvent absolument rien écouter quand ils travaillent. Mais rien. Ce qui fait qu'ils écoutent jamais rien, parce qu'ils travaillent tout le temps. Mais j'ai vu tellement de compositeurs, surtout maintenant que j'avance en âge, quoi, qui savent absolument pas ce qui se passe autour d'eux. Ça me fascine, ça. Moi, je peux dire, je sais exactement ce qui se passe autour de moi. Ouais. Et je le fais par plaisir. Mais sinon, je suis pas un boulimique, non. Non. And how important is it for you as a composer? I mean, we mentioned you'd written, string quartets. I think you've written 7 string quartets. Yeah. Before you start writing a string quartet, is it important to know, not the whole history of the string quartet, but I mean, I'm just fascinated by the string quartet because it was a form, Haydn kind of, not exactly created, but he say perfected somewhere about sort of 1760. So it's been with us for 250 years, and it's a form that a lot of composers save to express almost their sort of innermost thoughts. One thinks of the late quartets of Beethoven, and then one goes on maybe the quartets of say Bartók, or the quartets of Shostakovich, and on. And it's a form that still seems incredibly relevant and expressive to composers today. And actually, it hasn't changed at all. It is still 2 violins, a viola, and a cello, but it's incredibly rich. Alors, le quatuor à cordes, d'ailleurs, il est même tout à fait probable que je doive en écrire un prochainement. Ce qui est un projet que je pense aussi depuis quelques années, pour un quatuor très très bon. Mais la forme elle-même, effectivement, est un des mystères de l'histoire de la musique. Parce que, comme vous savez très bien, le quatuor, en fait, il est, dans son histoire, adapté, en quelque sorte, à l'histoire de l'harmonie, de l'écriture musicale, à 4 voix. Hein. Il n'a pas de raison particulière d'être un mini-orchestre à cordes, ou comme même le Pierrot lunaire de Schoenberg qui se dit je vais prendre un peu de ceci et de cela pour faire un petit orchestre. Non, au départ, c'est un problème d'harmonie, quoi, d'harmonie. Et on connaît l'histoire du quatuor jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que dans l'histoire de la composition musicale, l'après-guerre n'est pas très favorable au quatuor à cordes, et j'en veux pour preuve que moi j'ai reçu la commande de mon premier quatuor quand j'avais 25 ans, du quatuor Arditi, qui n'était pas du tout connu, et dont c'était la première commande en Europe. Et je me souviens très bien que quand j'ai dit je fais un quatuor à cordes, tout le monde était là, enfin les quelques personnes qui s'intéressaient à moi me disaient un quatuor à cordes, mais c'est un truc de vieux. Enfin Et alors c'était très étonnant parce que je répondais toujours la même chose. Je dis mais c'est drôle parce que quand on fait une pièce d'orchestre, vous dites pas que c'est un truc de vieux, quoi. C'est pourtant l'orchestre, voilà, c'est aussi une forme datée. Donc c'est comme si le quatuor avait perdu de son caractère essentiel au cours des âges, alors qu'en fait, il venait simplement de prouver la pérennité de son système d'arborescence intellectuelle, si j'ose dire. C'est-à-dire que le quatuor à cordes, par-delà les époques, est resté une sorte d'emblème du pensée musical, parce qu'il devient le bout du triangle, enfin, où tout se joue, à savoir ce qui relève de la compétence technique, ce qui relève de l'expression, ce qui relève de la transcendance exprimée par la musique elle-même, enfin une sorte de creuset absolu comme ça. Et on est loin du devoir d'harmonie à 4 voix, mais il est vrai que à partir des années 80, fin 70, 80, en particulier grâce au quatuor Arditi, le quatuor a renoué comme ça avec son histoire d'essentialité formelle et formaliste, et quasiment tous les compositeurs
disons, d'importance ont abordé cette forme parce qu'elle reste de façon très énigmatique, peut-être plus encore que le piano, qui lui aussi a ce statut comme ça, de forme fondatrice, de ça, enfin en tout cas de... Et c'est très étonnant parce que ça ne concerne pas que la musique dite contemporaine, qui est par ailleurs un vocable que je déteste, quoi. Parce qu'on retrouve ça chez les musiciens de jazz, même chez les musiciens électro qui tout d'un coup vont flirter avec un quatuor à cordes. Enfin, comme si ce qui prouve que quelque chose reste comme ça, par-delà les styles, une expression emblématique, presque, j'allais dire, sacrée. Enfin, encore que, il faut faire attention évidemment aux termes, mais c'est très beau. Enfin, j'aime pas employer le mot, mais c'est une forme pure, quoi. Voilà. Et je pense que c'est le poème de la forme musicale. I mean, you mentioned the Arditi Quartet, who have been absolutely central to your quartet writing. I mean, you've been very lucky, or you've either gone out and chosen them or found them. There are a number of people or small ensembles who formed a very regular part of your creative life. I mean, the singer Georg Nigel has popped up, in a lot of your operas. Arditi Quartet, Pascal Ruffet, is almost your sort of voice on the podium. I mean, it must be nice for a composer to sort of find, as it were, a voice, but I mean a real voice. Ben, c'est-à-dire, c'est comme, c'est vraiment, moi j'ai toujours eu besoin non pas d'avoir une famille, mais d'être inspiré par des artistes. Il y en a eu d'autres, il y en a beaucoup, il y en a encore aujourd'hui. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont essentiels. Et le cas de Georg Nigel, par exemple, est très intéressant parce que enfin, les quelques personnes qui s'intéressent à moi pensent que Georg est ma source principale d'inspiration, ce qui a été vrai pendant des années, mais au départ, c'est pas tout à fait vrai. J'écris Faustus pour le Staatsoper de Berlin et je ne sais pas du tout qui va chanter cette chose-là, parce que je décide d'aller si loin dans l'écriture, de faire un Faustus complètement fou, que je me dis, la partition inventera le chanteur. Et puis, on pouvait faire confiance à l'Opéra de Berlin pour trouver quelqu'un, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont vu arriver la partition, ils ont fait « Ouh là là ». Et puis, ils ont réfléchi et ils se sont dit, il y a quelqu'un qui peut faire ça, c'est Georg Nigel, qui n'était pas très connu à l'époque. Et c'est comme ça que je rencontre Georg Nigel. Ensuite, arrive l'opéra Passion, qui était un projet totalement différent de Faustus, qui était un opéra violent, enfin, déchaîné. Et je cherche un baryton. Et à l'occasion d'une représentation de Faustus à Paris, Georg Nigel, je me souviendrai toujours, vient me voir sur le trottoir, on allait au restaurant, comme ça, il me dit « J'apprends que tu écris un opéra, tu cherches un baryton, et c'est pas moi, c'est quoi cette histoire ?» Et il m'engueule, quoi. Et il me dit « Moi, je veux chanter ça. » Je lui dis « Écoute, Georg, je sais, mais tu sais, c'est un opéra où le baryton est très lyrique et très suave. Enfin, c'est pas du tout toi. Et parce qu'évidemment, je sortais d'une production où il hurle tout le temps. Et il a fait une chose extraordinaire. Il m'a pris la tête comme ça. Mais vraiment, il m'a pris la tête comme ça. Et il m'a chanté sur le trottoir un petit motet de Dowland en falsetto comme ça. C'était tellement doux et simple. Je dis, mais tu peux chanter comme ça, toi? Mais oui, je peux chanter comme ça. J'étais engagé. Et alors après, il y a eu d'autres choses après avec lui. On a fait 5 productions ensemble, enfin 5 créations quand même. And when it comes to things like concertos, I mean, you've written cello concertos for people like Lisa Weilerstein, or violin concertos for Renaud Capuçon, or both of them together for Victoria Mulliver and her husband, Matthew Barley. I mean, when you write a concerto, I mean, I assume that the composer has to sort of think, what is the relationship between the solo instrument and the orchestra? Is it a sort of
is it a kind of opposing relationship? Is it the soloist against the orchestra? Is it the soloist with the orchestra? Is it, I mean, is that something that you have to think about before you write a concerto, or does that not enter into? Non, mais j'ai écrit un certain nombre de concertos. Alors le concerto, on connaît son histoire. C'est au fond un problème hegelien, quoi. C'est-à-dire c'est l'un et le tout. Hein. Et quelquefois, je pense que le problème d'Hegel, qui est posé philosophiquement ainsi, est évidemment abordé. Enfin, je m'amuse à dire ça, mais celui qui résout ça, c'est pas Hegel, c'est Beethoven. Bon, mais il est sûr que quand j'aborde la question de l'un en face du tout, je ne l'aborde pas de la manière conversationnelle mais de façon dialectique quand même. Hein. C'est pour ça que, d'ailleurs, à part Aufgang, écrit pour Renaud Capuçon, que j'ai sous-titré Concerto, tous les autres ne portent pas ce sous-titre. Je ne dis jamais que c'est un concerto. Et par exemple, là, j'ai écrit Waves pour orgue, pour Olivier Latry et orchestre. C'est sous-titré Duo pour orgue et orchestre. Le concerto, le double concerto pour Mulova et Barley, c'est un trio pour violon, violoncelle et orchestre. Et c'est-à-dire que il ne s'agit pas... Évidemment, il peut y avoir une opposition, c'est conversationnel, mais ce n'est pas dialectique au sens classique du terme. Pour moi, c'est une voix qui parle, qui traverse l'un et l'autre de façon presque jumelle, comme ça. Par exemple, Acquia, ma pièce pour piano et orchestre, elle est basée sur une solitude du pianiste, par exemple. Le piano aimerait bien discuter avec l'orchestre, mais il n'y arrive pas. Et à la fin, quand il y arrive un peu, finalement, l'orchestre abandonne. Il termine tout seul, il est triste à mourir. Enfin, et je peux ne parler que sur la base d'expérience. Quand je fais Outscape pour Alissa Weilerstein, qui est une immense violoncelliste avec une sonorité incroyable, je fais ça pour l'orchestre de Chicago. Et je sais que l'orchestre de Chicago, ça va être quelque chose d'extraordinaire aussi, en termes évidemment de beauté de son, mais en termes de puissance de son. Donc je sens bien qu'il va y avoir une friction entre... Mais cette soliste-là, elle est l'orchestre de Chicago à elle toute seule, quoi. Donc il y a sans doute quelque chose qui fait que les deux parties essayent de se survivre l'une en face de l'autre, quoi. Mais c'est purement littéraire, quoi. À la fin, c'est quand même une voix qui traverse l'un et l'autre et qui compose un cheminement, en tout cas une histoire. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que j'ai fait une pièce pour orchestre, je n'avais pas fait ça depuis Morning in Long Island, qui date de 2010, un orchestre tout seul. Donc l'histoire, comme je n'ai pas de soliste, en fait, je la fais à l'intérieur de l'orchestre, quoi. Vous voyez, je recompose, en fait. Et j'ai même pensé récemment que ce ne serait pas difficile, je ne le ferai pas parce que j'ai autre chose à faire, puis je n'ai rien à prouver de ça, mais que je pourrais très bien en faire un concerto alinéa. J'enlève la ligne principale, hop, je la mets dehors, puis après j'arrange un peu. Je suis sûr que ça pourrait faire, ça marcherait, oui, ça marcherait. Avec un violon ou un trombone ou ce qu'on veut, mais ça marcherait, ouais. Parce que le concept, il existe, il est à l'intérieur. Le concept concertant, il est à l'intérieur. C'est comme une famille, quoi. Ça se dispute un peu à l'intérieur, toujours. Because when you wrote your series of orchestral works, which you called solos, Oui. I mean, at what point in the kind of process did you think that they would become a kind of family? Because presumably the first one you wrote was on its own. At that point, did you think actually there's going to be another one and then another one, or did you suddenly look back and say actually these are sort of related and they're going to make a little family group of 7?
Alors ça, c'était à l'époque, j'ai reçu la commande, une trentaine d'années, quoi, hein. Et c'était pour Rostropovitch, comme chef d'orchestre. Donc c'était drôle, quoi. Et c'était quelque chose. Et on me commandait une pièce de 10 minutes. Et je me suis dit, mais ça va durer combien de temps ces commandes de 10 minutes, quoi, pour orchestre, quoi. Je me suis dit, moi j'avais envie de symphonie, enfin de choses comme ça, d'une heure et demie. Je ne l'avais pas fait encore, j'avais fait un opéra déjà, mais je veux dire, je voulais des fleuves, quoi. Alors j'ai été plus malin que la commande, en fait. Je me suis dit, ok, je vais vous faire une pièce de 10 minutes. Et je l'ai titré Solo numéro 1. Et pendant la composition de cette pièce, j'ai bâti un plan jusqu'au solo numéro 7. Et je me suis dit, maintenant, chaque fois que j'aurai une commande de 10 minutes à quart d'heure, je l'inclurai dans un cycle. Et 2 ans après, j'ai eu la commande pour Extenso, qui est le solo numéro 2, et qui était relié thématiquement, formellement. J'ai écrit un texte là-dessus où j'explique tout ça. Et puis après, il y a eu Apex, après, il y a eu toutes les pièces. Sauf que ça a duré 20 ans, quasiment 20 ans, puisque je commence en 90, 91, et le dernier solo, il date de 2009. Et pendant quasiment 20 ans, je poursuis l'idée de faire cette symphonie en 7 mouvements, qu'on peut jouer maintenant d'un coup, ou qu'on peut jouer séparément. On peut jouer... alors maintenant, on l'a fait plusieurs fois, mais c'est une grosse production. Il faut 10 cornistes, enfin, c'est vraiment très lourd. Mais souvent, on fait 2 solos, 3 solos enchaînés, etc. Mais puis on refera sans doute les 7 d'un coup. Ils sont enregistrés comme ça et ils sont conçus vraiment comme des poupées russes. Et puis en même temps, ils ont évolué parce que moi, en 20 ans, j'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas fait que ça. Et puis j'ai vécu, puis j'ai 20 ans de plus. Et donc je vois les choses différemment. Je change d'opinion, je change le projet, je le manipule, mais je continue à mon obsession, ce qui fait que, comme on peut s'amuser à dire quelqu'un, en fait, on me dit quelquefois, tu as fait la plus grande symphonie du XXe siècle, ce qui ne veut rien dire, parce que déjà, c'est sans doute pas vrai. Mais en fait, c'est intéressant de savoir que la pièce, à la fin, est conçue comme une grande ligne, comme ça, qui poursuit une histoire et qui a son propre lyrisme, quoi. And would it work if you selected, if you say, I'm going to do 4 of the solos, I'm going to do 1, 3, 5 and 7, do they work like that, or do you have to have a 1, 2, 3, 4 or 4, 5, 6, 7? Non, moi, je les ai faits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, vraiment, parce que j'avais une forme spécifique à chaque solo, un déplacement modal très particulier des échelles. Je savais qu'à la fin, elles devaient se retrouver toutes en verticale. Enfin, j'avais évidemment... En fait, c'est comme... ces genres de plans, c'est comme quand vous faites une promenade. Vous vous dites, un dimanche matin, je vais monter en haut de la montagne. Bon, allez, on y va. Donc vous mettez les chaussures, tout ça, le bonnet, les bâtons, et vous dites, je veux aller là-haut. Et vous y allez. Mais quand vous y allez, il vous arrive plein de choses. D'abord, il y a un ruisseau, il faut l'enjamber. Après, c'est trop raide, il faut tourner à droite, il faut remonter, il faut quelquefois redescendre pour pouvoir remonter. Et peut-être faut s'arrêter, peut-être on y arrivera demain seulement. Puis après, vous tombez, il y a des animaux dangereux, donc vous contournez. Donc il vous arrive plein de choses, mais à la fin, vous arrivez là où vous vouliez arriver. Mais chargé d'une histoire qui a été reconditionnée à chaque instant. Et ça, c'est l'histoire de la vie, tout simplement. C'est l'histoire de... Voilà, c'est profondément vivant et c'est pas idéologique. C'est pour ça que moi, je fais des plans, mais je change toujours. Je n'ai pas de rigueur radicale. Well, thank you so much for your time. It's been a really fascinating conversation. Thank you. Are you more comfortable surrounded by noise or silence?
Je déteste le bruit. If you could choose the sound of your doorbell, what would it be, or what is your ringtone? No doorbell. If your life was a movie, what would your theme song be? My Funny Valentine. What to you is the most relaxing sound and also the most irritating sound? Le son qui me calme le plus, c'est le vent. Le son qui m'irrite le plus, c'est les klaxons des voitures. Et certaines fréquences me rendent presque meurtrier, quoi. What sound reminds you most of home? Le vent. What's the first sound you remember hearing? Ah, le vent. I suspect I know the answer to this. What sound makes you immediately think of a happy memory or a happy place? Le vent. And what for you is the most musical sound not made by an instrument? Le vent. Le vent parce que c'est sérieux chez moi. J'en ai mis beaucoup dans mes opéras quelquefois. Le vent, ça a été pour moi la découverte de l'oreille, des fréquences. J'aimais écouter le vent qui feulait dans les roseaux, comme ça, près du fleuve de Moselle où j'habitais. Et le vent, il soufflait dedans et ça faisait ouh, comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une passion pour ces sons.